Alors bonjour, aujourd'hui on va parler des plaques tectoniques. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je pourrais vous en parler pendant 3, 4, 5, 6 cours. Il va falloir que je m'en tienne aujourd'hui dans un petit 15 minutes, mais je vous promets qu'on va en reparler en classe parce qu'il y a trop de choses à dire pour rentrer ça dans 15 minutes. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la partie qui est dans conquête. On va aller souligner des choses ensemble. Et dans les prochains cours, on va aller retravailler ça, on se donnera des exemples plus concrets, puis on ira chercher vraiment ce qui se passe, les phénomènes naturels, puis qui se passent à travers le monde, qui sont liés aux plaques tectoniques. Donc aujourd'hui, dans le fond, j'avais envie de te dire un petit peu, à l'origine, moi, ce qui m'a amené mon intérêt envers les plaques tectoniques, c'est que quand j'étais jeune, j'avais un globe terrestre dans ma chambre, et je trouvais ça intéressant de regarder la façon que l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Afrique étaient positionnées. Je trouvais que ça avait l'air d'un gros casse-tête, cette affaire-là. Donc déjà dans ma tête d'enfant, j'avais comme une idée qu'on aurait dit que ça voulait s'emboîter les uns dans les autres. C'est des années après que j'ai découvert qu'effectivement c'était le cas. Et si on remonte maintenant avec les connaissances qu'on a, on sait que à l'origine, tous les continents étaient collés ensemble. Donc, il y a environ 200 millions d'années, les continents ne formaient qu'un. Et on appelait ce grand continent-là la Pangée. Par la suite, les continents se sont séparés, un peu comme des grands radeaux. Et ça donne ce qu'on a maintenant. Donc, on voit l'image derrière moi là, qui se reforme et qui les continents qui étaient tous ensemble et qui se déforment, pour finalement donner un monde qui ressemble de plus en plus au monde qu'on a aujourd'hui. Donc, on va voir ça ensemble dans les prochains cours, mais pour aujourd'hui, ce que tu vas avoir besoin, de ton conquête, tu vas avoir besoin d'un crayon à mine, d'un surligneur, mais aussi d'un crayon rose. Je veux que tu ailles te chercher soit un crayon rose feutre, ça peut être un surligneur, justement rose, mais j'aimerais ça que tu en aies un autre d'une autre couleur pour faire surligner les trucs, ou ça peut être un crayon bois aussi pour colorier, là. Donc, parce qu'on va avoir des petites choses à colorier sur une carte. Donc, j'aimerais ça que tu ailles chercher conquête, crayon à mine, surligneur et un crayon rose. Tu peux mettre la caméra sur pause en attendant, et quand tu auras tout ton matériel, tu reviens et on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue. Donc, maintenant, tu as ton conquête, tu as ton crayon à mine, tu as ton surligneur et tu as un crayon rose. Donc, tu as tout ce que tu as besoin pour continuer. Alors, tu t'en vas à la page 154 dans Conquête. Et à la page 154, justement, on commence à te parler, dans le premier paragraphe, d'un personnage célèbre qu'on va ajouter à notre feuille quand on va faire le retour en classe. C'est M. Alfred Wegener. Donc, M. Alfred Wegener, c'est lui qui a avancé justement la théorie de la tectonique des plaques, donc qui a émis le fait que les plaques se déplaçaient les unes par rapport aux autres et qu'elles n'étaient pas stables, elles n'étaient pas là depuis toujours et elles ne seraient pas de cette façon-là non plus pour toujours. Donc, il disait, lui, il a nommé ce grand continent-là qu'on a vu tantôt, il l'a nommé la Pangée. Et on a découvert par la suite que, il y a environ 200 millions d'années que la Pangée a commencé à se séparer. Au dernier cours, on a vu le chapitre 5.1. Dans le chapitre 5.1, on vous a parlé de la lithosphère. Et on a vu que la lithosphère, c'était composé de deux choses, en fait. C'est composé de la croûte terrestre et c'est composé aussi de la partie supérieure du manteau. On va juste aller se le rajouter au cas que tu t'en souviendrais plus. Donc, oups, on va prendre mon crayon, ça va aller mieux. Donc, tu as la croûte terrestre et tu as le manteau supérieur qui va former ta lithosphère. Bon, bien, on en reparle de la lithosphère parce que nos plaques tectoniques sont justement constituées de cette lithosphère-là. Donc, la lithosphère est séparée en environ 15 plaques tectoniques principales et il y en a ensuite des plus petites qui viennent s'ajouter à ça. Et si tu vas à la page suivante, tu as justement la carte des plaques tectoniques. Et c'est là que je veux que tu utilises ton crayon rose. Donc, j'ai coloré mes continents en rose. Je trouvais qu'en gris, on ne les voyait pas assez, ça ne ressortait pas. J'aimais pas l'effet que ça donnait. Donc, j'aimerais que tu prennes quelques secondes, quelques minutes s'il faut, avec ton crayon rose, pour bien colorier
tous les continents, donc l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. N'oublie pas aussi les petites îles là, qui sont au nord. Donc, puis, n'oublie pas non plus l'Australie. Donc, tout ce qui est en gris présentement sur ta carte, va les colorier en rose. Mets-moi sur pause encore en attendant, puis tu reviens quand tu as terminé de tout colorer ça. Alors, ton coloriage est terminé. Ta carte devrait maintenant ressembler à la mienne. Donc, on va pouvoir continuer. Donc, quand on disait que la lithosphère était séparée en 15 grandes plaques, tu les as ici. Elles sont en différentes couleurs et tes continents font partie de ces plaques-là. Si je regarde, par exemple, la plaque du Pacifique qui est en verte, c'est une plaque tectonique océanique uniquement parce qu'elle n'a pas de continent dessus. Okay? Donc, c'est uniquement une plaque océanique. Par contre, la majorité des autres plaques ont une partie ou un continent qui est dessus. Donc, par exemple, si je regarde ne serait-ce que l'Amérique du Nord, bien, la plaque de l'Amérique du Nord, c'est toute la grande région en beige que tu vois. Donc, ça comprend aussi certaines parties qui sont océaniques. C'est un espèce de grand radeau. Tout ça, là, pour la plaque nord-américaine, c'est un grand radeau, si tu veux. Et sur ça, il y a un continent. Pour la plaque Pacifique, il n'y a pas de continent dessus. On arrive ensuite à l'Amérique du Sud, même chose. J'ai une partie qui est dans l'eau et j'ai une partie qui est un continent. Mais tout ça, c'est comme un grand radeau. Ici, j'en ai un autre. La plaque de Nazca, c'est un autre radeau. Et tous ces radeaux-là flottent les uns à côté des autres et peuvent se cogner, peuvent se frotter, peuvent se distancer les uns des autres. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir, entre autres, les 3 grands mouvements de nos plaques tectoniques. Donc, si on s'en va en haut de notre page, alors ici, on vous dit que justement, les plaques vont se déplacer dans différentes directions à des vitesses différentes et dans des directions différentes. Donc, on va voir tout à l'heure qu'est-ce qui fait bouger finalement ces plaques-là, parce que tu peux te demander, bon, ben c'est bien beau, c'est comme des gros radeaux, mais sur quoi ils flottent? Est-ce qu'ils flottent sur de l'eau? Non, ils ne flottent pas sur de l'eau, même à la limite, ton eau est par-dessus ton radeau, ce qui est un petit peu bizarre. Tout ça, ça va flotter sur le magma. Au dernier cours, on a vu les différentes couches qui font partie de la structure interne de la Terre. On a parlé de la croûte terrestre. On a dit qu'en dessous, il y avait le manteau et au centre, il y avait le noyau. Le manteau, il y en a une partie qui est liquide. Donc, les plaques tectoniques, la lithosphère, en fait, va glisser comme des radeaux sur le manteau parce que le manteau est en mouvement, il est liquide. Donc, c'est ce qui va apporter notre mouvement. Alors, on va juste aller voir ici dans notre définition qu'est-ce qui est important. Donc, les plaques tectoniques sont des plaques rigides qui forment la lithosphère. Et ensuite de ça, on vous dit qu'elles peuvent s'éloigner les unes des autres, peuvent se frotter, peuvent entrer en collision ou peuvent glisser les unes par rapport aux autres. C'est ça les mouvements qu'on va aller voir. Donc, ils sont décrits ici, là. On dit qu'ils peuvent s'éloigner, qu'ils peuvent se frotter, qu'ils peuvent entrer en collision ou qu'ils peuvent glisser une par-dessus l'autre. Et c'est ce qu'on va voir tantôt à la page suivante. La carte qui est fort intéressante, je l'aime beaucoup cette carte-là, j'en aurais pas assez de 15 minutes pour t'indiquer tout ce que je veux qu'on voit là-dessus. Ça, on va en reparler en classe. On va aller indiquer sont où nos zones, justement, où est-ce que les plaques s'éloignent, où est-ce que les plaques sont en collision. On va aller nommer certains endroits sur cette carte-là. Donc, on va vraiment la retravailler en classe. Là, je voulais juste que tu colores les continents pour bien les percevoir, mais on va y revenir à ça. Alors, si on s'en va plus bas, et assure-toi de bien avoir colorié ta légende aussi. Donc, les continents qui étaient ici, là, fais-toi un petit rond rose là, pour identifier que c'est bien tes continents. Alors, on s'en va ensuite au bas de la page. Donc, ici, on vous parle de la tectonique des plaques. En fait, comment ça se produit. Donc, je t'ai dit tout à l'heure que c'était un mouvement qui se produisait dans le manteau parce que le manteau est liquide. Bien, ce mouvement-là s'appelle le mouvement de convection. Alors, on va écrire ici convection. Et autour de convection, on va se faire un mouvement circulaire le plus possible. Je n'ai pas un cercle parfait, mais bon. Donc, on va se faire un mouvement circulaire pour démontrer c'est quoi la convection. La convection, c'est que les choses qui sont les plus chaudes, donc si je fais chauffer de la matière, si je fais chauffer un liquide ou un gaz,
la partie de la matière qui est chaude va avoir tendance à remonter. Pense à une montgolfière. Si je fais chauffer l'air dans une montgolfière, elle va s'envoler. Tu pourras aussi regarder la prochaine fois que tes parents feront bouillir de l'eau pour faire des pâtes, par exemple, dans ton chaudron. Quand il va commencer à avoir des petits bouillons, les petits bouillons se forment au fond du chaudron parce que c'est là que tu as ton élément chauffant, hein, c'est placé sur le poêle. Et tu vas avoir tes bouillons qui vont remonter à la surface. Bien, c'est justement ça qui se passe. Ce qui est le plus chaud remonte à la surface. Et là, ce que tu ne vois pas tout le temps dans ton chaudron, c'est que le chaud va se passer vraiment plus au centre. Ça va remonter à la surface. Et une fois arrivé à la surface, ton eau va se refroidir. En se refroidissant, elle va se tasser vers les côtés et l'eau qui est plus froide ensuite va replonger vers le fond du chaudron, va se réchauffer, va remonter au milieu. Donc, ça fait un mouvement de rotation. Dans ton eau, tu t'en rends pas compte, mais il y a un mouvement de rotation où est-ce que la matière qui est plus chaude remonte, refroidit et replonge au fond. Donc, c'est ce qui va se passer ici dans notre mouvement de convection. Donc, ce qui est chaud, donc je t'invite à l'écrire toi aussi, là, ce qui est chaud va monter, va ensuite se refroidir, donc refroidi, et une fois qu'il est refroidi, ce qui est froid va descendre vers le bas, donc le froid va redescendre et va finir par se réchauffer encore parce qu'il va être plus proche du noyau. On a vu que plus on s'approchait du noyau, plus c'était chaud. Donc, tu vas t'approcher de ton noyau, donc ça va se réchauffer encore et ça va remonter. Donc, c'est ce qu'on appelle le mouvement de convection. C'est ce qu'on t'explique ici. Alors, on vous dit que la tectonique des plaques est due au mouvement de convection qui a lieu dans le manteau. Ces mouvements-là sont circulaires, c'est ce qu'on vient de dessiner. Et c'est causé par les différences de température à l'intérieur du magma. On vous dit que ça dure une centaine de millions d'années. Et ensuite, on vous l'explique un petit peu plus en détail. Donc, on dit que le magma qui se trouve près du noyau est très chaud et léger. Donc, il va remonter à la surface. Et ensuite, on va aller à la page suivante pour avoir la suite. Donc, une fois que ton magma est réchauffé et qui est remonté à la surface, bien, il va se faire refroidir. Oups, c'est pas ce que je voulais. On va mettre ça ici. Excusez-moi. OK, on prend le crayon. Donc, une fois refroidi, le magma va redescendre en profondeur dans le manteau. Donc, à ce moment-là, il va se produire à la surface un certain mouvement qui va être un mouvement horizontal et c'est ça qui va entraîner la plaque qui est juste par-dessus. Donc, pendant mon mouvement de rotation qu'on parlait tout à l'heure, donc le chaud remonte, il y a un mouvement horizontal pendant une certaine partie, un certain moment qui se passe en haut, mais pendant ce temps-là, il va amener la plaque avec lui et il va la tasser un petit peu. C'est ce qui amène son mouvement. Et c'est ce qui amène la tectonique des plaques et c'est ce qui explique, dans le fond, tout ce qui se passe avec les continents. On a un superbe dessin en bas qui explique vraiment bien la convection. Je n'irai pas tout voir tout de suite parce que certains éléments qu'on va voir tout à l'heure, mais le mouvement de convection, excusez-moi ici. Donc, le mouvement de convection, lui, on va aller le voir tout de suite. Donc, c'est ce qui se passe ici. Alors, je veux qu'avec ton surligneur, on va aller noter des choses. Je vais juste changer de couleur pour qu'on le voit bien. Je vais me prendre un vert. Donc, on vous dit que le magma chaud va remonter. Est-ce qu'il fonctionne? On ne le voit pas assez bien encore le vert. On va prendre quelque chose d'autre. On va prendre du rose. Oui. Donc, le magma qui est plus chaud va avoir tendance à remonter. Quand il va être en haut, il va y avoir un mouvement horizontal ici qui va avoir lieu, ce qui va avoir comme effet de tasser ma plaque avec un mouvement horizontal ici. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis des flèches blanches ici. Ensuite, mon magma va se refroidir. En se refroidissant, devient plus lourd et va replonger à l'intérieur de la Terre. Donc, le magma refroidi est plus lourd et descend. En redescendant, il s'approche du noyau. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il va se réchauffer encore et ça me fait un cycle, une boucle comme ça. Et si on regarde, on voit qu'il y a une boucle inverse de l'autre côté. Donc, celle-là se passe dans le sens horaire,
celle-ci dans le sens anti-horaire, ce qui a comme effet de tasser ma plaque, mais à ce moment-là de l'autre côté. Donc ici, je vais bien voir que mes deux plaques vont s'éloigner l'une de l'autre. Ça fait partie d'un des types de mouvements qu'on avait dit qu'on verrait. Donc à ce moment-là, ma convection va faire tasser mes continents qui vont s'éloigner les uns des autres. Donc c'est le mouvement de convection. On va aller voir tout de suite justement les trois types de mouvements qui sont possibles dans la tectonique des plaques. J'aimerais justement que tu te rajoutes un petit titre ici, trois types de mouvements. Et le premier qu'on va voir, l'éloignement des plaques. Je vais monter ça un petit peu plus haut. Donc l'éloignement des plaques. Le deuxième sera le frottement des plaques. Et le troisième sera à la page suivante. On va le voir tout de suite après. On reprend notre surligneur. Alors, l'éloignement des plaques. Donc, on vous dit que deux plaques tectoniques peuvent s'éloigner l'une de l'autre, comme on l'a vu dans le dessin qu'on avait là. Donc, quand le magma remonte à la surface, donc c'est ce qui forme ce qu'on appelle une dorsale océanique. Nouveau mot pour vous autres. Donc, une dorsale océanique, c'est ce que j'avais représenté ici. C'est une chaîne de montagnes volcaniques souterraines, donc sous-marines même. Donc, c'est une chaîne de montagnes qui est en dessous de l'eau, donc qui est dans l'océan. Il y en a entre autres une énorme dans l'Atlantique, on la verra en classe ensemble. Et quand je dis qu'elle est volcanique, ça veut dire qu'il y a une partie du magma qui va remonter et qui va sortir de là. Donc, c'est une zone volcanique très intense. Il va donc avoir une partie du magma qui va sortir du manteau, si on veut, un peu comme les volcans, et ça va créer de la nouvelle croûte terrestre, de la nouvelle croûte océanique. Ce qui est important de comprendre, c'est que le manteau ne va pas se vider. Okay? Ce n'est pas tout mon magma qui va finir par sortir, parce qu'on pourrait penser qu'avec le temps, à un moment donné, il n'en restera plus de ce magma-là. Non, ce n'est pas ce qui se passe, parce que j'ai aussi le mouvement inverse, c'est-à-dire que j'ai de la croûte océanique et de la croûte terrestre qui retourne dans le manteau. Donc, en poussant ma plaque, ici, ma plaque, elle se déplace, elle se déplace, elle se déplace, et à un certain moment donné, elle va replonger parce qu'elle va avoir entré en collision avec une plaque continentale. La plaque océanique, elle est plus dense et plus lourde, donc elle va replonger à l'intérieur du manteau, et la roche qui formait cette plaque-là, va se retransformer en magma. Donc, elle va fondre et va redevenir partie du manteau. Donc, j'ai une partie de mon manteau qui va sortir sous la forme de lave par mes dorsales océaniques et par mes volcans, mais j'ai aussi une partie de croûte terrestre qui va replonger dans le manteau pour se retransformer en magma. Donc, c'est un cycle, tout ça. Ce qui fait que ma dorsale océanique, on vous dit que c'est une chaîne de montagnes sous-marines. Donc, au prochain cours, ensemble, quand on fera notre cours sur la tectonique des plaques, on vous montrera où est-ce qu'il y en a des dorsales océaniques et on les nommera à ce moment-là. Mais c'est important de se souvenir que c'est un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de volcanisme, parce que justement, c'est des chaînes de montagnes volcaniques souterraines, sous-marines, excusez. C'est vrai, je veux ajouter un petit dessin ici. Donc, par exemple, si je me fais un continent fictif, l'éloignement des plaques, ça veut dire que j'ai deux plaques, une qui s'en va dans une direction et l'autre qui s'en va en direction inverse, ce qui fait qu'elles vont s'éloigner l'une de l'autre. Deuxième mouvement, le frottement des plaques tectoniques. Donc, deux plaques tectoniques peuvent se frotter l'une à l'autre. Okay? Elles ne vont pas glisser doucement, là, tranquillement. Elles vont vraiment s'accrocher parfois. Ça va être difficile pour eux autres. Il va y avoir des tensions là-dedans, ce qui fait qu'à un moment donné, pouf, ça va lâcher. Et puis là, les plaques vont se promener l'une par rapport à l'autre, vont glisser, mais ça ne glisse pas doucement. Okay? Donc, ce qui veut dire que ça va amener des tremblements de terre. C'est ce qui se passe, entre autres, en Californie. Donc, deux plaques, il va y avoir un frottement entre deux plaques tectoniques qui vont glisser de façon parallèle. Donc, il y en a une qui va vers le haut, l'autre vers le bas, ou une vers la gauche, l'autre vers la droite. Donc, ils vont glisser avec un mouvement parallèle l'une contre l'autre. Et
ça va provoquer de violents tremblements de terre. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, si je vous fais ça par dessin, comme on l'a fait tout à l'heure, là, donc j'aurai deux plaques tectoniques, une qui s'en va vers le haut et l'autre qui s'en va vers le bas. Et c'est le mouvement que j'ai de mes deux plaques l'une par rapport à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est parallèle, une dans un sens, l'autre dans l'autre sens, comparativement à ça ici, qui était aussi, dans le fond, d'une certaine façon un peu parallèle, mais une dans une direction et l'autre dans l'autre direction. On s'en va ensuite à la page suivante. Donc, il nous reste notre troisième mouvement. Donc, mouvement numéro 3, qui est la collision des plaques les unes par rapport aux autres. Donc, deux plaques qui s'en vont l'une vers l'autre et qui vont rentrer en collision. C'est ce qui va créer naturellement nos chaînes de montagne. Donc, j'ai deux plaques qui s'en vont l'une vers l'autre et il va y avoir une très très forte pression qui va à un moment donné former ma montagne. J'ai parfois une plaque qui va aussi passer en dessous de l'autre et l'autre va finalement s'accumuler, va essayer de se tasser mais ne sera pas capable, ce qui va faire que ça va créer aussi une chaîne de montagne. Donc, on verra où ça a lieu tout ça au prochain cours. Pour l'instant, on va rester dans la théorie et on va aller voir que la collision des plaques tectoniques est causée, entre autres, par la descente du magma dans le manteau. On dit que lorsqu'il y a collision, la plaque qui est la plus vieille ou la plus dense va souvent s'enfoncer sous l'autre et c'est ce qu'on appelle la zone de subduction. C'est ce que je te montrais tout à l'heure dans la carte, dans le schéma plutôt, ici. Donc, j'avais une croûte océanique plus vieille et plus dense qui est entrée en contact avec ma plaque tectonique continentale et elle est rentrée en dessous. Mais celle-là ici veut continuer à avancer, mais elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas continuer à avancer parce qu'il y en a un autre ici. Ce qui fait que ça va me créer une chaîne de montagnes. C'est ce qui se passe dans les Andes, donc au Chili, en Amérique du Sud et aussi en Amérique du Nord avec les montagnes rocheuses. Donc c'est que mon continent, lui, veut continuer à avancer, mais ne peut pas, ce qui fait que il va s'accumuler de la matière et va finir par avoir une chaîne de montagnes. Alors, on retourne ici. On vous dit que c'est aussi une zone d'activité volcanique intense. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs volcans sur la côte est américaine, par exemple. Lorsque la collision des plaques est très forte, des roches vont se soulever et former des chaînes de montagnes. Par exemple, on peut penser à l'Himalaya. Donc, on a la plaque indienne, donc l'Inde, entre autres, qui monte vers le haut, vers le continent de l'Asie et qui a créé la chaîne de montagnes des Himalayas qu'on connaît maintenant. Il va aussi y avoir plusieurs tremblements de terre qui vont se produire dans ces zones-là. Par contre, comme en Himalaya, il n'y a pas c'est pas une zone volcanique, c'est vraiment une zone de tremblement de terre, mais pas une zone volcanique. Les volcans sont concentrés plutôt dans où est-ce que les zones de subduction. Donc, quand j'ai collision, je n'ai pas toujours de subduction. Subduction veut dire qu'il y a une plaque qui rentre en dessous de l'autre. Parfois, mes deux plaques vont rentrer en collision et vont tout simplement s'élever toutes les deux et j'en aurai pas une qui va plonger contre l'autre, en dessous de l'autre. Donc, ça, on verra ça exactement où ça a lieu au prochain cours en décortiquant notre grande carte. Mais tu peux tout de suite te faire un petit dessin. Donc, si tu as deux plaques tectoniques qui rentrent en contact l'une dans l'autre, donc il va y avoir une collision, donc ils vont se diriger l'une vers l'autre, vont se frapper et vont créer la chaîne de montagne. Donc, aujourd'hui, c'était très, très théorique. À la limite, c'est la partie un petit peu plate du cours, mais je vous promets qu'au prochain cours, ça va devenir vraiment intéressant. On va voir l'histoire derrière la tectonique des plaques, donc comment on a découvert ça et tout ça. On va aussi parler concrètement des zones à risque, des endroits où est-ce que, pourquoi il y a des tremblements de terre, pourquoi il y a beaucoup de volcanisme, il y a eu des tsunamis dans les années passées, qu'est-ce qui s'est passé, donc on verra ça en détail dans les prochains cours.